Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons le film Nous. Le but de ce podcast est de parler d'un film tout en s'amusant. Donc, si vous n'avez pas vu le film discuté aujourd'hui, nous allons spoiler complètement. Bienvenue à Santa Cruz. Aujourd'hui, nous parlons du film Nous, réalisé par Jordan Peele et sorti en 2019 avec Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elizabeth Moss et Tim Heidecker. Je suis Mathieu, ou est-ce bien moi? Aujourd'hui, j'ai un invité en studio, Christophe Lassens, du podcast Fantastica. Un méchant détestable. Un méchant détestable, que lui, dans le fond, c'est un fan de Jordan Peele. Je pourrais dire un fan récent de Jordan Peele parce que, honnêtement, la raison pourquoi j'ai été captivé par ce réalisateur-là, c'est principalement parce que j'avais lu qu'il devait réaliser à l'origine le remake ou la suite, on ne sait pas encore ce que ça va être, de Candyman. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, j'avais déjà entendu parler de Get Out, j'avais entendu parler de Us qui est nous, et puis je me suis dit, il faut vraiment que je vois ces films-là. Et je me suis tapé les deux films, un à la suite de l'autre, en un après-midi, et je suis tombé en amour avec Jordan Peele. Quel merveilleux réalisateur que cet homme, qui me fait penser beaucoup à M. Night Shyamalan d'ailleurs, dans le style, à l'exception que Shyamalan se recycle continuellement à faire la même affaire. Jordan Peele, lui, il se recycle en faisant quelque chose de totalement différent et j'ai juste hâte de voir sa prochaine œuvre. C'est sûr qu'on était rendu à 2 films pour Jordan Peele. C'est un acteur devenu producteur puis devenu réalisateur, dans le fond. Et scénariste. Et scénariste, oui. Ouais, c'est ça. C'était quasiment un homme à tout faire, dans le fond. Dans le fond, qui s'en va dans tous les aspects là, du cinéma, puis dans le fond, là, qui se complète. Puis il a de l'air bien à l'aise là, dans le milieu. Et ce que j'aime de lui, surtout présentement, c'est qu'on lui offre des gros budgets incroyables, effarants. Et il dit non, tout simplement. Je vais faire mes choses. Je préfère aller avec des petits budgets, faire beaucoup d'argent, que de faire un gros budget, péter la gueule, puis ma carrière est finie. Alors, il garde un plein contrôle. Puis c'est le fun aussi parce que Hollywood, tu sais, t'as deux façons de travailler. T'as une façon de travailler qui est libre. Donc, à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu demandes un petit budget vraiment minime et ridicule. Et à ce moment-là, ben, tu fais un gros box-office. On te laisse tranquille. Ou encore, ben, tu peux faire des grosses productions, mais là, tu as tous les producteurs, la maison de production qui finance tout ça parce que ça coûte 200, 250, 300 millions. Tout le monde est sur ton cas, tout le monde te surveille. Là, tu fais de quoi tout de suite automatiquement? Non, on n'aime pas ça, je veux pas que tu fasses ça. Ouais, mais moi, je suis le réalisateur, je veux faire ça, mais je veux pas que tu le fasses. Puis là, c'est des conflits et une pression incroyable. Jordan Peele, il a dit, regardez, savez-vous quoi? Cette pression-là, j'en ai rien à cirer. Moi, je veux juste faire des films qui me touchent, avec des sujets qui m'intéressent, de raconter mes histoires et de vous donner des films à ma façon qui sont de bonne qualité. Et à date, 2 films, 2 box-office incroyables. Ce gars-là, tout ce qui touche, ça se transforme en or. Alors, Jordan, reste comme t'es, on t'aime demain. Dans le fond, c'est pas mal la raison pourquoi il s'est retiré là, de Candyman. Candyman, ouais, il devait réaliser, puis finalement, il a décidé de tout simplement écrire et produire. Il a donné la réalisation à quelqu'un d'autre. Mais c'est surtout pourquoi il a refusé aussi de faire, je pense que c'était Black Panther numéro 2 qu'on lui voulait lui mettre entre les mains et qu'il a dit non. Même Disney essaye encore de lui donner. Écoute, présentement, là, Jordan Peele, tu lui donnes tout sur une assiette à Hollywood. Là. Tout le monde, il donnerait la lune. Il pourrait demander n'importe quoi. Puis tout ce qu'il veut, c'est avoir une coupelle de millions pour faire son prochain film. Moi, j'adore un gars de même. Fait qu'aujourd'hui, on a un film là, qui parle beaucoup, là, dans le fond, là, des dualités. Là, c'est joué, là, dans le fond, là, par les mêmes acteurs là, qui jouent un côté comme clair ou lumière là, de la personne, puis il y a sa version là, sombre, mais que dans le fond, qui reflète là, vraiment là, comme le côté inverse là, de la personne. Ce qu'on appelle le double ganger. Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, on a plusieurs là, manières de voir là, dans le film. Là, on nous montre tout le temps là, beaucoup d'inverses. Là. On a la famille riche, on a la famille pauvre. Même le fait là, qu'il y a des blancs, il y a des noirs. Il y en a un qui a un petit bateau, l'autre qui a un gros bateau. Mais je te dirais peut-être l'aspect principal de ce film-là, c'est le petit garçon.
vous remarquerez toujours son masque de monstre sur la tête. Et dépendant de comment va la situation et comment va le film, il le met sur le visage ou il le met sur la tête. Et ce petit garçon-là est vraiment, je dirais, visuellement, comme tu dis, là, l'espèce de différence entre le bien et le mal, le blanc et le noir et tout ça. Donc, les deux côtés de la médaille, c'est vraiment lui qu'on suit pour vraiment voir où est-ce qu'on se situe dans le film à ce niveau-là. Même que ce soit au niveau de lui face aux Double Gangers ou encore tout simplement de sa propre mère qui vit toute cette aventure-là, puis que finalement, à un moment donné, tu as un punch final où est-ce que là, la réaction du petit guide est vraiment géniale parce que la dernière séquence que tu vois dans le film, avant de voir la séquence, l'espèce de panne là, complet jusqu'à la fin, là, est vraiment très, 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 très direct et c'est quelque chose de vraiment sublime parce que le message est véhiculé juste avec le petit bout où est-ce qu'il prend son masque et qu'il se le remet sur le visage. Donc, le petit kid est vraiment important avec son masque et je pense que toute la dualité du film de Us, elle est présentée à travers cette imagerie-là. Oui, ben c'est lui, dans le fond, qui comprend toute l'histoire. Là. C'est lui, à la fin, qui a tout catché. Là, que, dans le fond, sa mère, ben, c'est sa mère, mais c'est pas celle-là qu'on pense que c'est depuis le début du film. C'est lui, dans le fond, là, qui voit comme tout là, ça évoluer alentour. C'est le seul, effectivement, à la fin, qui comprend ce qui est en train de se passer. Là-dedans, là, ben, la sœur n'est pas bien importante. Je veux dire, dans le fond, c'est juste quasiment là. Non, elle est là quasiment pour tuer le monde. Elle est importante parce qu'elle démontre qu'une femme peut jouer au golf. Oui. C'est extrêmement important. Très important. Puis c'est ça, on suit Adelaide tout le long du film, qui n'est pas celle-là qu'on pense, dans le fond. Là, dans le fond, on pense tout le long là, que ben, elle a le traumatisme, là, mais c'est pas le même traumatisme qu'on pense qu'elle a tout le long du film. Dans le fond, c'est qu'elle veut quasiment pas que ce soit l'autre qui vienne prendre sa place. Dans le fond, qu'elle perd sa place. Puis, on a le père de famille, Gabe, qui, lui, dans le fond, ou Gabriel, que lui, dans le fond, il sert plus comme un relâcheur de tension. Il est plus le côté comique. C'est pas mal juste lui, dans le fond, qui est là pour alléger le film. C'est un film qui est quand même assez sérieux. Oui, c'est très sérieux, mais sauf que disons qu'il fait une bonne job pour mettre de l'humour dans le film parce qu'il y a des moments où vraiment tu viens de passer une séquence extrêmement sérieuse avec des meurtres comme ça n'a pas de bon sens, puis lui, il arrive avec la phrase juste parfaite pour juste te faire sourire puis dire OK, là, on peut se détendre un petit peu avant de recommencer à rembarquer dans l'histoire sérieuse. Oui, puis c'est tout le temps mis d'un côté, là. C'est pas exagéré, on part pas à rire là, aux larmes aux yeux, là, puis c'est juste assez pour relâcher, là. Ouais. C'est ça que j'aime beaucoup là, de comment c'est fait, parce qu'il y a d'autres films d'horreur, des fois, là, qu'il y en a qui sont des relâcheurs de tension, mais on part à rire, là. On est perdu dans le film quasiment qu'on en reprend. Là. Puis justement, des fois, ils se servent de ça pour justement relâcher la tension. Puis après ça, des fois, ils te remettent un autre punch après pour que tu deviennes tout bien tendu. Mais tu es tellement occupé à rire que tu ne pognes même pas l'autre punch après. Non, exactement. Puis dans ce film-là, ben Gabe, justement, là, il est parfait là-dessus. Là. Il y a juste la ligne là, parfaite. Là, il suit cette ligne-là tout le long du film. Et c'est parfait. Et c'est très différent de Get Out. Hein. Get Out, c'était vraiment quelque chose de très lourd, puis il n'y a pas d'humour, puis ça reste lourd. Et tu vois, tu arrives dans Us, et c'est un autre style complètement différent, comme je disais en introduction. Jordan Peele, il se répète pas. Il change de direction, puis s'en va vraiment dans une autre façon de procéder. Et ça, je trouve que c'était parfait pour le film de Us. Fait que le film ouvre avec un texte, dans le fond, là, qui nous explique là, qu'il y a des endroits là, 18 là, qui ont été construits puis là, qui sont comme abandonnés. Là, puis on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe de ces endroits-là. Là. On est en 1986. Puis, dans le fond, c'est ça, Jordan Peele, dans le fond, ce qu'il nous montre, là, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir là, pour qu'il va revenir pas mal à la fin. Là. C'est peut-être là où il va y avoir du Shyamalan, où on a le punch là, qui revient à la fin, là, on met toutes les idées ensemble à la fin. Là. Parce que, dans le fond, on nous envoie là, aussi une bande-annonce à la télé, puis on n'en reparle plus du tout là, jusqu'à la fin du film. Fait que
notre idée, là, elle revient là, pour boucler là, à la fin. On a la famille là, qui est à Expo-Cité, en tout cas, qui joue des manèges. C'était à Montréal, puis je n'étais pas au courant. Ouais, c'était à la ronde. Fait que, en tout cas, on a le montage, là, dans le fond, qu'on essaie de voir que c'est une famille comme, soi-disant normale, là, pas de l'air d'avoir nécessairement là, de plus ou de pas. Ça a l'air d'être tout ce qui s'appelle normal. Oui, avec la mère et le père qui chamaillent tout le temps, puis que le père essaye d'avoir du fun, mais que son enfant n'est pas assez important, il préfère avoir son fun. La mère abandonne l'enfant, et bien sûr, l'enfant, lui, décide d'aller se promener n'importe où, là où il n'y a pas d'affaires. C'est ça. La famille juste typique. ça. Oui, ouais, c'est ça. La famille typique américaine. C'est ça. En tout cas, je trouve juste ça drôle là, quand même, là, elle arrive, là, puis elle vient de se dire, elle reste là, puis elle s'en va tout de suite, là. En tout cas, c'est une question scénario quand même qui dit, il faut qu'elle parte de là, il faut pas qu'elle reste là. Mathieu, as-tu déjà eu des enfants? Oui, j'en ai 2. Alors, les enfants, tu le sais comme moi, tu leur dis quelque chose, ils font totalement le contraire. Ouais, pas tant que ça. Oui? À quelque part, ils savent que quand on est dans une foule, tu t'en vas pas. Tu restes pas loin de tes parents. Puis, fait que c'est plus une question scénario qui dit là, elle doit aller ailleurs. Il n'y a rien qui l'attire en bout de ligne. Là, elle fait juste se retourner de bord, puis elle marche en ligne droite, puis elle rentre là, dans la bâtisse. Là, c'est marqué Find Yourself. Dans le fond, là, c'est encore un autre une image clé. C'est un autre message, c'est ça. Fait que là-dedans, dans le fond, ça reste ambigu qu'est-ce qui se passe. Là, qu'elle trouve le miroir d'elle-même. Mais tu vois, tantôt tu disais, je ne sais pas pourquoi l'enfant s'en va tout seul sans même l'explication. Mais à un moment donné, on se rend compte dans le film, plus on avance, plus il y a une connexion entre les clones qui sont sous terre et les humains qui sont à la surface. Et je me demande si jusqu'à un certain point, le clone en bas, qui à un moment donné a été éveillé par les actions qui ont été commises par la petite en haut, n'a pas lui-même dirigé l'enfant dans la direction de ce petit emplacement-là, justement. Parce que ça peut expliquer bien les choses. Pourquoi, tu vois le message, la petite fille s'en va là, tu as l'espèce de pancarte qui parle d'une affaire religieuse avec les chiffres 11-11, alors que dans le sous-sol, tu vois le clone qui, elle, se promène, voit un homme où c'est marqué sur son front 11-11. Donc, je ne sais pas jusqu'à un certain point si c'est pas l'enfant qui contrôle plutôt le clone qui contrôle ce que l'enfant voit puis l'amène dans cette direction-là pour justement avoir la rencontre puis échanger de place, ou tout simplement qu'il y a vraiment l'enfant a décidé de disjoncter puis c'est comme mes parents ça m'intéresse pas ben je m'en vais avec mon t-shirt de Michael Jackson Thriller, aller m'amuser, avoir peur sur la plage et puis rentrer dans cette petite demeure intéressante qui est une genre de maison à horreur, mais dans lequel il y a des hiboux qui sont là puis qui sautent dessus, ou encore des miroirs pour faire en sorte qu'on pense qu'il y a une sortie, mais qu'on n'a pas été assez intelligente pour se rendre compte que c'est écrit à l'envers, puis que finalement, la sortie était en arrière de soi et non pas en avant. Ouais. Fait que, suite à ça, on a le générique, parce qu'on voit des lapins, puis les lapins, dans le fond, ça revient pas vraiment, à part le fait qu'elle a mangé des lapins toute sa vie. C'est quasiment à ça que ça revient, à moins qu'il y ait quelque chose que j'ai manqué. Les lapins avaient un rapport avec le clonage également. Parce que les premières expériences du clonage ont été faites avec les lapins. Donc, ils clonaient les lapins, puis après ça, ils ont cloné les humains. OK. Bon. Puis on entend la musique là, de Michael Ebbels. Tu parles du compositeur? Oui, le compositeur. Mm-hmm. Je trouve que la musique là, elle fit assez bien avec le film. Je veux dire, on l'entend tout le long. Là, c'est là où là, c'est de la chorale. Là, ça reste quand même étrange comme son. On n'a pas nécessairement une genre de tune thème là, qu'on est habitué d'entendre là, dans des films là, général. Là, à cette heure, on a plus une chorale là, juste pour nous garder. Là, c'est une chorale, dans le fond, peut-être pour... c'est une petite musique creepy, juste pour dire que ça t'accroche, mais les notes sont vraiment bien choisies. Alors moi, effectivement, c'est une des premières trames sonores que j'avais hâte d'avoir juste pour avoir ce petit thème-là, parce que j'adorais le thème de Us. Il est vraiment super bien fait. Là.
Oui, ça fit. Tu sais, des fois, on a des thèmes là, qui. Tu sais, que ça nous débarque quasiment. Là, on va l'écouter parce qu'on. Ça marche pas. On va l'écouter en. Ouais, c'est ça. Mais où on va embarquer dedans, mais après ça, on en revient au film, puis on se sent quasiment là, débalancé. Là, OK? C'est comme deux trames. Là. T'as la trame t'as le film, puis t'as le côté musical, là, qui des fois qui se marient pas, là, mais sont bien interreliés ensemble. Oui. Fait que on est rendu dans le moment présent. C'est sûr que quand on va écouter là, le film là, dans 10 ans, ben, on va être encore dans le présent, parce qu'on nous le dit là, à l'écran, là, on est dans le présent. Ça me gosse, honnêtement. Des fois, c'est le fun qu'ils mettent une date, là, justement. Tu sais, quand tu arrives dans le rétroactif, là, puis tu l'écoutes là, dans 10 ans, ben c'est comme... Soyons honnêtes, là, ton film se passe en 86, ta petite, elle a à peu près une dizaine d'années. Là, la mère est dans le présent, elle a 2 enfants, donc elle doit avoir à peu près une trentaine d'années. Ça fait que quoi que tu fasses, tu vas quand même te ramasser à 20 ou 30 ans plus tard. Tu peux pas aller beaucoup plus loin. Fait que même si on l'écoute en 2030, à un moment donné, tu as une limitation où est-ce que tu peux dire ouais. À moins que tu sois dans l'espèce de remake de Texas Chainsaw Massacre 3D où est-ce que le bébé vient au monde en 1974 puis que tu te retrouves en 2010 puis l'enfant a 18 ans puis ça ne matche pas, là. Tu viens toi-même à te dire c'est dans le présent, mais c'est toi qui vas déterminer un peu la date, mais tu sais quand même que tu as des limitations jusqu'où tu peux aller. Oui, c'est ça, mais tu sais, il aurait pu marquer 2016 ou n'importe quoi, 2019. Oui, mais toi, tu écoutes le film en 2021, puis il est encore au goût du jour, puis il est encore dans le présent. Alors que moi, je l'aurais écouté en 2018 ou en 2019, ben mettons en 2019 parce que c'est un film de 2019, mais je l'aurais écouté en 2019, soit 2 ans plus tôt, puis moi, j'étais en 2019. Là, tu l'écoutes 2 ans plus tard, mais tu es en 2021. Fait que le présent fait en sorte que n'importe quel moment où tu l'écoutes, jusqu'à un certain niveau, tu es encore, temporellement parlant, correct. Oui, je te le donne aussi. C'est comme ça. Comme je te dis, c'est correct pour aujourd'hui. Ben, c'est quand même, tu sais, que des fois, quand on regarde un vieux film qui est marqué le présent ou le futur, c'est encore pire, ceux qui ont marqué le futur. Là, c'est sûr. Le futur, puis c'est en 1990, puis tout est rendu en 2000 quelque chose, ouais, c'est sûr. En tout cas, c'est juste une petite note de même, mais des fois, tu sais, juste mettre 30 ans plus tard ou quelque chose de même sans nécessairement mettre de date. Question là, peut-être que c'est le choix qu'ils ont fait aussi, que tu te mets une date, ben, c'est là que tu l'écoutes, puis là tu te dis, ben là, ce film-là, il y a 10 ans, puis c'est dur à vendre là, dans le temps en soi. Là. Si, mettons, t'es dans 2029, là, puis tu dis, bon, je te donne un film à écouter, tu sais, puis là, ça te sort 2019, tu vois vraiment la différence là, en soi, là, mais en tout cas. Fait qu'on est dans le moment présent où Adelaide, elle a grandi, puis sa grand-mère, sa mère, elle vient de décéder, dans le fond, puis il hérite de la maison, puis elle retourne, dans le fond, là, pour la première fois là, à Santa Cruz. Là, je sais pas si elle revenait à toutes les années ou quoi, là, mais ça reste un peu une idée que je ne suis pas tout à fait saisie. À la réaction qu'elle a, ça fait un petit bout de temps qu'ils sont pas allés là parce qu'elle a peur de la plage, elle a peur de la maison, elle n'est pas à l'aise de retourner là. Fait que moi, d'après moi, c'est la première fois qu'elle y retourne depuis qu'elle avait disparu. Puis que ses parents l'ont amené voir le psychologue, puis on voit tout ce qui se passe avec l'évolution de la petite parce qu'elle est comme différente. Puis eux autres, ils disent que depuis qu'elle a été traumatisée par le fait qu'elle a disparu, puis que on l'a retrouvée, mais elle n'est pas pareille. Avoir la réaction d'Adeline, c'est la première fois qu'elle retourne à la maison. Moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Parce que tu vois vraiment qu'elle n'est pas à l'aise d'être là. Puis tu comprends pas au moment où est-ce qu'on commence le film pourquoi qu'elle n'est pas à l'aise d'être là. Fait que je pense que c'est vraiment sa réaction. Parce que quand on sait pourquoi qu'elle veut pas être là, je pense que c'est facile de se dire que c'est la première fois qu'elle y retourne à cette maison-là. Ouais. Il y a le père, par contre, il semble comme un peu à l'aise à avoir tout accès au bateau, puis il a l'air à triper ben raide, là. En tout cas, c'est quand même assez étrange comme comportement pareil, là. Tu sais, hey, ta mère qui est décédée, tu sais, elle nous a laissé ça, puis hey, il y a le bateau, on va essayer ça tout de suite, tu sais. Mais le bateau, il l'a loué en passant, hein? C'est pas il l'a loué. Il l'a loué parce qu'à un moment donné, c'est ça, il dit j'ai eu le boat, fait que le gars il dit OK, il dit t'as-tu pensé à ça, t'as-tu pensé à ça, puis t'as-tu pensé à ça, puis justement il disait que t'as-tu pensé au flair, puis l'autre il avait pas pensé au flair, mais c'est un bateau qu'il a loué pour l'occasion parce que c'était justement qu'il montre ça à son épouse et à ses enfants. Puis d'ailleurs les 2 enfants, la petite, je pense que c'est la fille qui dit à sa mère, tu sais, is it kidding, puis la mère qui la regarde dit non pas vraiment là. C'est parce que c'est vraiment, tu sais, il a loué le bateau parce qu'il voulait aller se promener sur un bateau sur l'océan, tant qu'il pas sur l'océan, sur l'eau.
tant qu'à être là puis en profiter exactement sur le lac. Donc, il a loué le bateau en question. C'était pas celui de la famille puis c'était pas le sien. Là. Mais lui, il prend des vacances. Lui, là, son truc, là, c'est là, je m'en vais prendre des vacances. C'est pour ça que je dis que c'est probablement la première fois qu'ils y vont parce que je pense que là, il se dit, là, c'est la première fois qu'on peut sortir de la maison puis qu'on peut aller s'amuser. Fait que là, j'en profite à 200%. Puis c'est un père de famille, je vous le dis tout de suite, là. Il pense juste à s'amuser du début jusqu'à la fin. Sauf quand ça commence à aller tout croche, là. Mais tout le début, puis c'est d'ailleurs pour ça que c'est le fun release. Lui, son gars, il veut juste s'amuser du début jusqu'à la fin. Lui, il n'a pas envie de se compliquer la vie. Il veut juste avoir du fun. Puis c'est pour ça qu'il a son bateau, puis c'est pour ça que, tu sais, il arrive là, puis il a hâte d'aller dans la maison, puis il a hâte d'aller à la plage, puis il a hâte d'aller partout où est-ce que son épouse, c'est totalement le contraire. Elle veut pas être là, elle veut pas être dans le char, elle veut pas être dans la maison, elle veut pas être à la plage, surtout pas à la plage. Puis on comprend pas au début pourquoi. On suppose que c'est juste en rapport avec l'enlèvement, mais encore là, c'est cette histoire de dualité, c'est cette histoire de deux côtés. C'est que oui, il y a peut-être l'aspect que nous, on voit juste pour le moment comme étant OK, c'est parce qu'elle a été enlevée là, puis il y a le traumatisme de l'enlèvement, mais il y a aussi le fait qu'elle a sait quelque chose que nous, on ne sait pas encore. C'est la raison pourquoi elle ne veut pas être là. Tu as ouvert la porte, là, dans le fond, là, sur l'autre couple. Là, c'est les Tyler, eux autres, je crois. C'est les Tyler, exactement. On met toute la mise en scène, dans le fond, là, les 30 premières minutes du film, là, c'est là où, dans le fond, on nous a toutes mis l'information qu'on doit savoir pour le déroulement du film, dans le fond, là, tout ce qui se passe, là, parce que c'est à peu près à 30 minutes là, que le film là, commence à embrayer. À déraper, comme on dit. Ouais, à déraper ou embrayer, ou en tout cas, parce que c'est ça, là on nous a montré là, Kitty et Joss, que dans le fond, eux autres vont... C'est le couple là, qui ont eu comme un autre... c'est le même couple, mais eux autres sont riches, puis... Ils sont pas nécessairement heureux, contrairement à la famille de nos héros, qui eux autres sont de l'air à être famille quand même. Les enfants ont une belle éducation, les parents sont intelligents, ils ont de l'air à bien s'entendre, il n'y a pas de l'air à avoir de querelle dans le couple, ça a de l'air à être parfait, mais ils sont pas nécessairement riches, mais ils sont heureux. Et de l'autre côté, tu as les Tyler qui, eux, sont une famille un peu plus aisée, avec 2 enfants également, 2 jumelles qui s'amusent à faire des pirouettes tout le long tout le moment qu'on voit les jumelles, ils font des pirouettes. Mais ils ont des problèmes matrimoniaux à l'interne, puis les 2 boivent beaucoup d'alcool. Donc, tu vois les 2 paroxysmes, puis encore là, la dualité, la famille pauvre qui est heureuse, puis la famille un peu plus aisée qui ne l'est pas nécessairement. Donc, tu supposes toujours le contraste, hein? Le yin et le yang, tout le temps. Donc, tu dis, normalement, on devrait être heureux. Ils le sont pas, mais pauvres, tu devrais être malheureux. Ils le sont. Donc, encore là, c'est quelque chose qui est utilisé à pleine couture au niveau du film. On voit Gabe, là, souvent, il aspire beaucoup. Il est tout le temps en train en compétition pour essayer là, de montrer qu'il est capable d'être comme Josh. Oui, c'est ça. C'est quasiment son aspiration. Là, mais, on va pas trop sur ce terrain-là quand même. Il y a quand même une genre de jalousie un peu, mais comme tu dis, dans le fond, lui, il est là pour avoir du fun, puis essayer là, de tirer tout au maximum. Là, c'est un grand gamin qui n'a pas vieilli, tout simplement. c'est comme ça qu'on va l'appeler. Le grand gamin qui n'a pas vieilli. C'est ça. Puis honnêtement, je me sens pas mal attiré par son personnage, parce que je me verrais faire dans pas mal toutes les situations là, qu'on va te présenter là, par la suite. Là, je me sens comme que c'est comme ça que je réagirais. Puis autant pour les bons côtés que les mauvais. Là. Mm-hmm. C'est là, le 30 minutes. Là, l'introduction. Oui, c'est ça, l'introduction. Puis moi, je suis tout le temps pour ça, dans le fond. Là. Le premier 30 minutes du film, c'est tout le temps le setup. Puis après ça, quand ça commence à être 45 minutes, c'est là que je commence à trouver ça long. Mais je suis prêt tout le temps à donner là, la première demi-heure d'un film là, pour que... Fais-moi le setup. Si, mettons, t'es une suite, ben t'as 30 minutes là, pour m'expliquer là, où est-ce que ce film-là s'en va, puis pourquoi que la fin de l'autre film avant, là, tu dois mettre un trait dessus, ou peu importe, là... t'as raison d'être, là. Tu as 30 minutes là, pour me donner ça. Mais tu vois, tu as encore une dualité ici parce que, oui, je vais être d'accord avec toi, tu as eu ton premier 30 minutes d'introduction où est-ce qu'il place les personnages, mais en réalité, la mise en place du film est plus qu'une heure. Parce que moi, la première fois que j'ai vu Us, la première réaction que j'ai eue, c'est quand tu finis la première heure, tu as déjà eu la confrontation entre les clones et la famille. Et à un moment donné, j'étais assis puis je me dis, hey, ils s'en vont où avec ça?
Tu as déjà un des personnages des clones qui est décédé après même pas 45 minutes de film. Puis là, t'as l'impression, la famille s'en va puis s'échappe, puis tu te dis, le film, il peut pas finir comme ça. Il reste encore 1 heure. Il s'en va où avec ça? Et ça, c'est ce que j'aime de Us, c'est qu'il nous met dans une incertitude complète parce que dans un film d'horreur traditionnel, l'espèce de confrontation avec les deux familles aurait duré pendant 1 heure et demie de temps, puis le film aurait fini avec la conclusion de la confrontation. Et là, tu dérapes totalement à la première heure, parce que là, au moment où là, ils t'ont présenté au complet toutes tes choses, incluant la première confrontation, où là, tu dis, OK, en réalité, j'ai eu ma confrontation, mais ce que tu comprends pas encore, c'est que là, c'est juste encore de la mise en place, parce que ce que tu vois qui s'est passé avec leur famille se passe partout ailleurs. Et donc, ta mise en place, elle est d'1 heure en réalité, mais la deuxième demi-heure est tellement faite d'une façon intelligente que ça passe tellement vite que tu t'en rends même pas compte. Oui, c'est ça. C'est là où, dans le fond, on a l'introduction là, des clones. Je sais pas si tu veux qu'on se serve là, des noms qu'ils ont utilisés ou on va juste dire le clone d'Adèle puis le clone de Gabe. Là, ouais, on devrait utiliser le clone. Là, parce que j'ai pas retenu les noms. Puis de toute façon, tu sais, en réalité, je pense que le clone de Adelaine s'appelle Red. Mais tu sais, Abraham, pis ça, mais là, je pense qu'on perdrait tout le monde parce que si c'est comme moi, les noms, habituellement, même Madeleine, là, honnêtement, si je l'aurais pas devant moi, je m'en rappellerais pas. Moi, je connais le personnage principal, le féminin, masculin et les enfants, puis ça arrête là. Oui. Donc, moi, je dirais plus le clone et l'être humain. Je pense que ça va être plus facile de gérer ça. C'est exactement ce que j'ai marqué dans mes notes aussi. Fait que c'est pour la simplicité. Là. Oui. Fait que on a une panne de courant, puis là, on a le petit gars qui arrive, puis on a une famille là, qui est plantée dans notre entrée. Moi, le plan là, avec la famille là, qui bouge pas, ça a l'air, dans le fond, là, ils ont fait un screenshot quasiment là, parce que ça bouge pas. Ouais. Mais je trouve ça, là, ça donne de la chair de poule. Là. C'est creepy. Ah non. Oh, ouais, c'est creepy. Puis, tu sais, mais après ça, Gabe qui sort. Et encore une fois, comme je te dis, Gabe, moi, je ferais ça de même. C'est pour ça que je m'identifie pas mal. Puis, peut-être de quoi faire ça hot. Mais là, tu sais, eux autres, ça bouge pas, là, tu sais. Puis là, il rentre dans la maison. Puis là, c'est beau. Là, je vais monter le ton. Puis là, il sort avec un bat de baseball. Puis là, il est comme pas trop certain. Ah, ben c'est là qu'après ça, il commence à se disperser. Puis là, tout d'un coup, il part en panique. C'est à peu près du moins tout craché. C'est pour ça que je dis, je me sens... je m'identifie au personnage. Après ça, tu rentres, puis là, tu sais plus quoi faire. Là, et c'est ça la beauté du film Us. Hein? C'est l'accessibilité aux personnages. C'est pas des personnages qui sont plus grands que nature. C'est monsieur et madame tout le monde. Et je pense que c'est la raison pourquoi on s'identifie si bien avec les personnages principaux. C'est qu'en réalité, ils ne sont pas des super-humains. Ils en mangent une sincère, mais ils ont une ténacité et justement, le fait qu'on parlait au début que c'est une famille qui ont de l'air très unie, c'est ce qui va les sauver d'une certaine manière. C'est cette unité-là qui fait en sorte qu'ils travaillent comme en équipe malgré tout, puis que ce soit les enfants ou que ce soit les adultes, quand il y en a un qui a besoin de l'autre, ils sont tout le temps là. Parce que tu as besoin, dans un film d'horreur, d'avoir tout le temps un personnage point de vue, que dans ce temps-là, tu ressens ton personnage, tu peux te placer dans la peau de ce personnage-là. Oui, tu t'associes à lui. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour n'importe qui, tu sais, dans le fond, ils ont placé un peu, là, sans dire 4 extrêmes, mais ils ont placé un petit gars, ils ont placé une petite fille, ils ont placé un père de famille, puis ils ont placé une mère. Fait que tout le monde peut comme un peu s'identifier, là, peu importe là, qui tu sais, dans le fond, tu peux te placer là, dans un de ces personnages-là, là, puis tu peux comprendre là, tout ce qui se passe alentour. Exact. Fait que finalement, là, les clones entrent dans la maison, puis ça rappelle, tu sais, c'est pas le premier film, là, dans le fond, là, qu'on a de Home Invasion qu'on appelle. Home Invasion, c'est ça, exactement. Puis ça reste quand même très tendu là, comme atmosphère. C'est les mêmes acteurs qui font toute leur doppelganger. Là. C'est drôle, ben, c'est ça, ils sont maquillés différemment, puis sont coiffés différemment. Fait que, mais je veux dire, ils seraient un à côté de l'autre, puis on dirait que chacun des acteurs, là, ils ont tellement une différence entre les deux, la manière qu'ils interprètent le personnage, là. Puis je trouve que c'est la force aussi du film qu'on a des bons acteurs qui sont capables de justement là, sortir là, vraiment deux côtés différemment.
différent du même personnage, dans le fond. Et, essentiellement, là, ça reste le même personnage. Puis Adèle, son clone, puis l'autre, il a fallu que j'aille sur IMDb et être sûr que c'était vraiment la même personne qui faisait les rôles. Là. C'est sûr que, tu sais, il s'arrange, là, ça reste un film quand même à un petit budget, là, qu'il s'arrange à pas trop. Là, puis ils sont tous comme ça, hein? Là. Le père, la mère, mais les deux enfants aussi. C'est les mêmes comédiens qui font leur double, mais ils ont une façon d'être filmés et d'être arrangés qui font qu'ils sont... Tu sais, je pense juste à la petite fille, là. La petite fille, là, quand tu vois son clone, là, quand elle poursuit son double d'elle-même, elle est assez fréquente, merci, là. Tu la regardes au niveau des yeux, puis il m'a dit de quoi il joue beaucoup là-dessus. Puis, tu sais, en plus, c'est tous des personnages afro-américains. Donc, ils ont un teint foncé, t'es dans le noir, mais leurs yeux sont blancs comme neige et tu vois que Jordan Peele s'en sert de ça. Il augmente. Et encore là, il fait un contraste de couleur, un contraste de luminosité. Encore le yin et le yang qu'on parlait tantôt. Et tu vois vraiment les yeux qui sont prédominants au niveau, même je te dirais, de la folie des personnages, des clones. Donc, ce qui fait que, comme tu disais tantôt, il faut que tu t'assures que c'est bien les mêmes comédiens parce que même s'ils ont un visage qui se ressemble, c'est pas nécessairement le même visage, là. Donc, il a trouvé une manière de faire en sorte que ces comédiens se ressemblent pas dans les différents rôles. Mais les quatre, puis moi, c'était cette séquence-là, justement, la séquence du Home Invasion, moi, c'est ça que je trouve impressionnant. C'est qu'il n'y a pas de barrière de sécurité. C'est-à-dire que Jordan Peele ne te dit pas on va juste s'occuper des parents puis on va laisser les enfants tranquilles. Même les enfants sont comme utilisés à fin de jeu pour le clone. C'est-à-dire que c'est la fille clone qui va courir et se débarrasser de son double qui est la véritable petite fille de la famille des héros. Même chose pour le petit garçon, où est-ce que son clone porte un masque parce qu'il est brûlé ou il est comme pas terminé au niveau du bas de son visage. Lui s'attaque seulement à un double de lui-même, au même titre que le clone du père s'attaque au père de la famille, soit le personnage de Gabe, au même titre que Adeline va s'attaquer à Adeline. Donc, on dirait que c'est une importance existentielle pour le clone de lui-même se débarrasser de son propre double. Au même titre que quand on voit les Tyler, lorsque le personnage féminin de la mère, c'est-à-dire Kitty, est assassiné, c'est pas Joss qui a tué, c'est pas les deux sœurs qui a tué, c'est vraiment Kitty ou le clone qui va exterminer son propre double. Donc, on dirait que c'est vraiment essentiel que le clone élimine lui-même sa personne. Donc, quand tu arrives à la séquence de la maison du Home Invasion, puis que à un moment donné, tu as le père qui se retrouve à se faire ramasser par le père, la mère qui est attachée avec des menottes, puis que là, elle dit à son clone touche pas à mes enfants, laissez-le tranquille. Le clone, il dit il n'y a pas de problème, mais dès l'instant qu'elle a la menotte puis que le père est occupé là, au bord à l'extérieur de la maison à s'occuper de son double, tout de suite, le jeu commence, puis elle dit OK, ben maintenant, les enfants, sauvez-vous parce que mes enfants vous courent après. Puis là, tu te rends compte dans ce film-là, il n'y a personne qui est en sécurité, là, incluant les enfants. Oui, c'est ça qui est la force de ça. Là. Justement, on est tout le temps sous tension. On n'a jamais la sécurité de savoir que, ben là, la fille, ben la petite fille, là, Zora, qu'elle s'appelle, une fois qu'elle s'est débarrassée de son clone, ben qu'elle est en sécurité. Elle reste quand même dans ce monde-là où qu'il n'y a pas de sécurité au final quand même, mais oui, il y a tout le temps le doppelganger, là, mais il y a le fils, par contre, qu'il a l'air à quand même bien communiquer là, avec son doppelganger. Là, mais c'est ça que je te disais, hein, celui qu'il faut que tu suives tout le long du film, c'est le petit garçon. Ouais. C'est la clé de tout ça parce qu'il y a comme une sensibilité accrue, puis c'est comme, sans le savoir, il sait ce qui se passe. Oui. On dirait qu'il est plus connecté justement au clone, sa mère en étant un. D'ailleurs, tu sais, t'as la séquence quand il se débarrasse lui-même de son clone, il le fait d'une façon hyper intelligente parce qu'il fait juste, tu sais, t'as un feu en arrière du clone, puis quand le petit garçon voit ça, il décide d'aller en marche arrière, et le clone fait exactement comme lui. Et il se met à reculer, puis finalement, il prend feu, puis il se brûle lui-même. Donc, tu vois que le petit a une sensibilité que personne d'autre dans la famille a. Du côté du père, c'est normal, c'est un être humain normal. Lui, il le voit pas. Ça me surprend un peu plus de la petite fille, parce que j'aurais pensé que la petite fille aurait pu avoir cette sensibilité-là, mais elle semble pas l'avoir, sauf qu'elle est un petit peu plus dégourdie, puis comme je dis, elle sait jouer au golf. Mais le petit kid,
Le petit kid, lui, il a quelque chose de spécial. Puis, tu sais, c'est le seul dans la famille qui porte son double masque. Donc, on dirait que c'est le seul qui est capable de comprendre les deux niveaux, que ce soit le côté humain ou le côté des clones. Et c'est pour ça que je dis son masque est vachement important, parce qu'à chaque fois qu'il met son masque sur son visage, comme quand il est avec son double de lui-même, au moment où il est capable d'exorciser, puis vous remarquerez, là, à chaque fois qu'il réussit à tromper son clone, il a son masque sur le visage, tout le temps. Et c'est comme s'il entrait en communication et il était en lien direct avec le clone, mais il devenait lui-même le clone, donc par le fait même qu'il le contrôlait à 100%. Donc, c'est ça que je trouve un petit peu... C'est pour ça que tantôt je disais là, que cet enfant-là est vraiment la clé du film, parce que c'est lui qui est vraiment le seul à se rendre compte de tout ce qui se passe. C'est aussi le plus jeune. C'est aussi le plus jeune. Je sais pas. Peut-être que ça l'aide à voir tout là, d'un peu d'un côté innocent, puis de tout pouvoir analyser d'un côté. Là. Il y a une petite affaire, par contre, que s'ils sont humains, qu'on va apprendre plus loin. Justement, tu parlais de Zora, qu'elle commence à courir. OK, elle est moins en forme là, que son double. Puis, justement, il y en avait fait une mention, justement, au début, là, que dans le fond, tu sais, qu'elle courait sur la plage, tout ça, là, puis elle, dans le fond, là, ça l'intéressait pas vraiment. Ouais, tu pourrais faire les Olympiques. Ouais, c'est ça. Fait que lui, dans le fond, son double, là, il part à courir, puis il devance, dans le fond. Mais les doppelgangers, je trouve que la manière que c'est fait, là, la première heure, là, première heure et demie, là, jusqu'à temps qu'on sache exactement là, que c'est quand même des humains, il y a beaucoup d'éléments surnaturels. Là. Disons ils poussent la limite. Oui, ils poussent la limite, mais encore là, tu ne sais pas au niveau de l'ADN, au niveau du clonage, même s'ils sont humains, ils peuvent avoir été améliorés, ils peuvent avoir été, excuse l'expression anglicisme, là, mais il y aurait eu un enhance, c'est-à-dire qu'ils auraient été améliorés face à leur personnage original. Donc, tu sais, c'est l'évolution aussi. Donc, puis aussi, il faut dire, parce que moi, là où j'ai un problème, c'est que techniquement, les clones des enfants, est-ce qu'ils ne sont pas venus au monde par le clone d'Adeline? Parce que ça, c'est pas vraiment expliqué. Les expériences qui ont été faites par le gouvernement américain, techniquement en 86, ça aurait dû être arrêté. On voit pas aucun militaire dans cette période-là. Là. Donc, ils étaient déjà comme abandonnés. Fait que tous les enfants qui viennent au monde comment? C'est-tu le clone de la femme qui les a mis au monde? Mais si oui, à ce moment-là, le personnage, comme on va le découvrir plus tard à la fin, peut pas mettre au monde un clone qui est supérieur aux enfants de la mère qui est l'héroïne du film. Toi, tu sais de quoi je parle présentement, là. Oui, c'est ça devient un petit peu plus ambigu. C'est sûr que si, mettons, là, on fait trop là, de lignées à quelques places, là, on voit qu'on a des impasses un peu là, dans toute cette histoire-là, parce que si on pousse un petit peu trop loin, là, mais j'aimerais ça qu'on parle un peu de ce bout-là vers la fin, quand on sera rendu à l'explication, là, parce que là, on va revirer sur le film, puis il y a des affaires là, que, justement, peut-être que ça fitera pas. Là, en tout cas, fait que ils réussissent à se sauver là, le doppelganger. Ils ont tué, dans le fond, le double voyons, Zora s'est débarrassé de son double. Le père, lui, c'est ça, il s'était ramassé sur le bateau, puis comme quoi qu'un comme quoi qu'un headbutt sur un bateau, c'est efficace. Oui, c'est un petit peu c'est un peu simple. Là, je ne sais pas si un petit bateau de même là, peut vraiment là, déchiqueter carrément là, mais un humain. Là. C'est le comment je pourrais dire l'humour qui te libère de l'attention. Je trouve que s'il y avait une mort qui devait être ridiculisée, c'était juste celle de Gabe, parce que le personnage de Gabe, de toute façon, est ridicule depuis le début. Alors, je ne voyais pas un autre personnage mourir d'une façon aussi ridicule et aussi amusante que celui du personnage de Gabe. Oui, je te le donne là-dessus. Dans le fond, c'est peut-être tu viens de répondre à ma question. Je veux dire, dans le fond, ça n'a pas de sens, mais c'est quasiment ça. Là. Ça va avec le personnage. Exactement. Là, on nous remonte là, la famille qu'on a vue là, pour 2 minutes. Là, les Tyler encore. Au début du film. Ouais, c'est ça.
Honnêtement, je ne sais pas si on avait vraiment besoin de ça. C'est peut-être les petites séquences du film que je trouve qui est comme rajoutée au film qu'on n'avait pas nécessairement besoin parce que les doppelgangers, eux autres, ils vont agir carrément différemment des autres, puis ils donneront même pas de chance du tout. Ils vont se planter là, les quatre, puis ils vont tuer la famille en moins de 10 secondes. Là. Mm-hmm. Tu sais, on n'a même pas essayé de faire des poursuites, on n'a rien essayé de faire. Écoute, je veux dire, on a tout décimé d'une shot. Là, je vais te dire ma théorie là-dessus, puis c'est une théorie. Je ne dis pas que c'est ça. Le fait, parce que, bon, là, on arrive à la fin du film. À un moment donné, il y a une séquence où est-ce que là, on apprend qu'à l'origine, lorsque la petite fille a rencontré son double, elle n'est pas ressortie de là indemne. Elle a été échangée. Ouais. Et c'est elle qui finit avec les clones en bas, et c'est le clone qui prend sa place dans la vraie vie. Bon. Ouais. Je pense que la raison pour laquelle l'action n'a pas été aussi directe envers la famille de Madeleine, c'est à cause que je pense que le clone, qui est en réalité la vraie Madeleine, voulait se venger de celle qui lui avait volé sa vie. Et c'est ce que je pense aussi. Et je pense que c'est la raison pour laquelle elle ne les a pas exterminés tout de suite du premier coup. Je pense que c'est la raison pourquoi qu'elle voulait les éliminer un par un, puis qu'elle la gardait attachée après sa table. C'était juste pour lui dire, je vais me débarrasser de la famille que tu m'as volée, qui aurait dû être la mienne, mais je vais le faire et tu vas être en vie, puis après ça, je te terminerai. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a une si grande différence entre la façon que les Tyler sont exterminés, ou est-ce que là, les clones arrivent là, eux autres, qui n'ont aucun sentiment de vengeance ou quoi que ce soit. Les autres sont là pour prendre la place des Tyler. Alors, bing, bang, c'est réglé, c'est terminé, puis c'est assez efficace, merci, et assez drastique et assez rapide. Comparativement à Madeleine qui arrive avec son clone, puis son clone, elle, la famille des clones, elle est beaucoup plus on va s'amuser avec vous autres. On va vous faire c'est la seule affaire que j'avais vue, moi. Ouais. Justement, parce qu'elle était différente, là, la chef de famille, ils ont vu. Là. Et dans le fond, c'est les femmes qui mènent tout. Fait que c'est la femme dans le couple. La mère, c'est pire que ça, parce que je pense que dans le cas de Madeleine, que ce soit son clone ou que ce soit la réelle, les deux sont comme quelque chose de spécial. Parce que c'est la première fois qu'un clone prend conscience de sa réalité. Et c'est pour ça tantôt qu'au début, je me demandais, est-ce que c'est pas le clone qui dirige la petite pour aller en bas et venir la rejoindre dans son univers pour prendre sa place, justement. Et donc, ça explique pourquoi que c'est entre guillemets, on va l'appeler Red, là, pour le moment, là, le Madeleine Red, parce qu'ils ont un costume rouge, qui est le clone, mais qui est en réalité la vraie Madeleine. J'espère qu'on ne vous a pas perdu là-dedans. Cette personnalité-là, ou cette femme-là, à un moment donné, elle prend le contrôle en bas parce qu'elle est plus intelligente que les clones. C'est une humaine. Donc, elle suit pas, elle fait pas juste réagir à ce qui se passe en haut. Elle a ses propres actions à elle. Contrairement au clone, que normalement, il est supposé suivre tout ce qui se passe en haut. Il va juste être une copie conforme de ce qui se passe en haut, mais il n'est jamais conscient de sa copie en haut. Sauf le clone de Madeleine qui, lui, en bas, à un moment donné, prend conscience qu'elle a un double en haut, va échanger sa place avec, et donc c'est elle qui se ramasse dans la réalité. Et ça amène toutes sortes de choses. Donc, à la fin, oui, je suis comme toi, le film aurait pu finir puis pas arriver avec une finale de dire qu'il y a eu un échange entre les deux, mais je pense que l'échange a été montré juste pour expliquer beaucoup de réactions de notre personnage principal. D'abord, pourquoi ce personnage-là avait peur de retourner à la maison? Pourquoi ce personnage-là voulait pas retourner sur la plage? C'est normal. Elle savait très bien qu'il y avait un risque à partir du moment qu'elle soit là, que l'autre allait la sentir puis qu'elle allait vouloir reprendre sa place ou de revenir. Ça dit aussi à un moment donné, quand elle est en bas, vous remarquerez, là, quand à la fin, elle va confronter son clone en bas, vous allez remarquer qu'à la fin, quand elle tue le clone en question, elle disjonque une fraction de seconde. Elle devient le clone qu'elle est supposée être par ses actions et par son cri qu'elle va avoir. Et à la fin, quand elle est dans l'auto et que son fils la regarde avant de mettre son masque, elle a son petit sourire démoniaque du clone habituel qu'on connaît. Et donc, la séquence de l'échange ne fait qu'expliquer pourquoi toutes ces réactions-là sont réalistes et sont là et sont présentes au lieu de dire « Ouais, mais pourquoi qu'elle réagit comme ça n'a pas aucun sens. » Ça en a un sens maintenant avec cette image-là. Donc, l'importance du switch est important juste pour ces petites affaires-là. Est-ce qu'il était essentiel? Je pense que les gens ne l'ont pas vu nécessairement. Si on ne l'avait pas mis, les gens auraient vécu comme du monde jusqu'à la fin de leur vie sans se poser de questions. Puis pour eux, ça aurait été tout simplement normal.
Ça aurait été tout simplement le clone qui est remonté de l'extérieur pour se venger de la famille parce qu'elle n'a pas été capable d'interchanger ou quoi que ce soit. Mais là, maintenant, sachant qu'il y a un qu'ils ont été interchangés, vous réécoutez le film une deuxième fois et vous ne le verrez pas de la même manière. Et ça pose aussi des questions face à nous autres, hein? Parce que tout le long, on va être là pour espérer que les bons vont s'en sortir, sans savoir que le bon en question qui dirige les bons est le vilain de l'histoire. Est-ce que ça fait quelqu'un de nous un vilain, par hasard? Ouais, ben c'est ça qu'on va revenir là, dans quelques minutes, là, quand on va être à la fin. Là, j'ai quelque chose à remettre là-dessus. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Ils se débarrassent là, des Tyler, puis là, les Wilson arrivent sur place. Adelaide, elle a un genre de pic à. C'est un pic à bois, je pense qu'elle a. Exactement, là. Elle avait foutre dans la tête à Josh, ben, le clone de Josh. Là. Oui. C'est là que, justement, encore une affaire, là, ils ont peut-être été génétiquement modifiés là, pour qu'ils soient un peu plus puissants, parce que, je veux dire, il reçoit un morceau dans la tête, là, puis il n'y a pas de problème. Il continue à avancer. C'est ça. Mais tu le vois que les clones sont spéciaux. Ils sont supérieurs à l'être humain normal. Sinon, ils n'auraient pas été capables de faire tout ce qu'ils ont fait. C'est ça. Fait que, finalement, ben, lui, il se ramasse là, contre Gabriel. Puis c'est là où, tu sais, je veux dire, en même temps, là, personne n'est en sécurité quand même. Parce que là, lui, il s'est débarrassé de son clone, mais il est quand même dangereux. Là, fait que c'est pas juste le clone, l'aspect. Là, c'est que dans le fond, ils veulent que tous les clones là, prennent le dessus sur les originaux. Oui. Puis comme je te dis, des fois, je me sens en place là, de Gabriel. Il se ramasse dans le bateau, puis qu'il y a le pistolet de détresse. Le flare. Le flare, ouais, c'est ça. Puis que justement, tu te dis, hey, je l'ai dans ma mire, puis je règle le problème. Puis finalement, tu sais, ça part carrément à côté. Tu sais, je me dis juste, ça, c'est moi, ça. Tu sais, je veux dire que tout est parfait, puis tout est bien aligné, puis pouf! Mais tu sais, encore là, c'était la phrase typique de Gabe lorsqu'il sort de son bateau. Parlez-moi plus de bateau, s'il vous plaît. Elle était juste bien placée. Fait que c'est là où ils voient ils se réunissent dans la maison, puis ils tuent pas mal tous les doppelgangers. Là, les autres sont réglés. Je pense que c'est comme un côté plus horreur traditionnel, dans le fond, ce coin-là. C'est plus pour rajouter, là, bon, je ne vais pas dire du temps, là, parce que c'est quand même organique quand même. Là. On en rajoute, mais on apprend un peu l'univers, puis qu'est-ce qu'ils sont capables, parce que en bout de ligne, quand on va arriver à la fin du film, là, y a personne, en guillemets, des bons vont être morts. Ils vont tous survivre. Puis fait que c'est correct qu'on nous ait mis là, qu'il y ait des bons qui meurent là, pour ça. Là. C'est ça que, dans le fond, les clones, là, tu parlais de les acrobaties là, qui faisaient les jumelles, ben, même les doppelgangers là, sont bien athlétiques aussi. Là. Fait que c'est peut-être juste une petite partie qui ont négligé, là, qui n'ont pas allumé, là, que les deux étaient capables de faire les mêmes. Il y avait les mêmes capacités. Là. Mais en tout cas, moi, je ne prends pas contre le film. Là. C'est un petit détail. Là, mais... Fait que c'est ça. Il y a le reportage, là, il écoute la télé, là, puis qu'il voit tout ce qui se passe, là, c'est à une échelle mondiale. Là, puis c'est là où on peut repenser aussi là, quand l'annonce qu'on avait vue au début, là, qui se relie là, avec les mains, là, puis en tout cas, ils font une chaîne dans le fond. Là. Ouais. Puis ça, la chaîne, ça, par exemple, j'avoue, c'est peut-être l'endroit où j'ai un peu plus de difficulté parce que je comprends pas. Je sais pas si c'est parce qu'ils protègent leur territoire. Mais si tu fais une chaîne, ça sert à quoi de protéger ton territoire? Tu peux pas être dans ton territoire, à moins qu'il y ait d'autres choses qu'on connaisse pas. Qui sait, il y aura peut-être un OS 2, qui sait? Oui, mais je pense que c'est plus comme une genre de... Je veux pas dire que c'est une porte de sortie. Je sais pas si Jordan Peele, c'est son intérêt là, de vouloir créer une franchise. Ou, moi, je pense pas. Non, c'est ça que j'ai l'impression. Fait que c'est peut-être juste une question d'unité, que les autres, ils s'unissent ensemble là, contre... qui se révoltent là, contre le... Ben, mais c'est encore là, c'est comme faire un stand pour dire ça, c'est notre territoire, vous ne pouvez pas rentrer là, sauf que le problème, c'est bien beau de faire la chaîne, mais c'est parce que tu as beau créer un territoire, mais c'est parce que tu peux... Si tu n'es pas dedans, ça sert à quoi d'avoir un territoire? Fait que si tu sers juste à être une barrière pour empêcher les gens de rentrer chez vous, ben ouais, ok, c'est bien beau, mais c'est parce que il est peut-être temps que tu construises une barrière au lieu d'être la barrière, parce que sinon tu ne profiteras pas de ton chez vous. Non, c'est ça.
Mais encore là... Il remarque que c'est des clones, ils n'ont pas de l'air très intelligents. Hein? Ça fait qu'ils ont de l'air à juste être des doubles qui... Puis tu sais, c'est pour ça, tantôt, je disais, le clone d'Adeline et Adelaine sont probablement les deux qui sont différents parce que les deux sont connectés, mais ils vivent quelque chose que les clones ne semblent pas être capables de vivre. C'est-à-dire, le clone, habituellement, est habitué d'être une copie conforme de son original, donc de faire exactement ce que son original est. À partir du moment qu'il tue son original ne bouge plus, lui, il ne fait plus rien. Donc, d'où la raison probablement pourquoi ils font la chaîne, puis qu'après ça, leur seule identité ou leur seule raison de vivre, c'est d'être une chaîne parce qu'ils n'ont plus personne pour leur dire quoi faire. Exactement. Fait que ils partent de là, ils embarquent en voiture, puis ils s'estinent à savoir qui va conduire la voiture. Il y a la petite fille qui est prête à conduire la voiture, il y a la mère. Le père, ça va revenir un petit peu dans l'autre scène après, là, que lui, dans le fond, là, il ne va jamais conduire la voiture quelque part, mais je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est son pied gauche là, qui est scrap, là, mais il est quand même capable de conduire la voiture. Oui, mais Gabe, je pense que là, tout ce qui est véhicule motorisé, il y en a assez. Surtout, il a perdu toutes ses illusions d'avoir un bateau, parce que là, à chaque fois qu'il arrive de quoi avec son bateau, il y a de la misère. Fait que, je pense que là, c'est comme, je ne peux rien savoir de tout ce qui s'appelle véhicule. D'ailleurs, c'est pas lui qui conduit l'ambulance à la fin non plus, hein? Non, c'est ça. Puis c'est là, non, je me suis trompé tantôt, le doppelganger de la fille, c'est là qu'elle se fait avoir. Elle embarque sur la voiture. Puis dans le fond, la fille, c'est quasiment la seule qui réussit à tuer quelqu'un. C'est elle qui avait tué le gars dans la rue, là. Ben, elle l'a tué, elle l'a pas tué. On le sait pas. Tu parles de quoi? Tu parles de le clone de... Voyons, de Zora. De Zora, oui, mais le clone de Zora, c'est le seul qu'on voit tuer quelqu'un, effectivement. Ben, c'est ça. On ne sait pas techniquement si elle l'a tué. Peut-être qu'on va avoir la réponse dans le 2. Non, excuse-moi, mais la quantité de coups de ciseaux qu'elle donne quand le gars est à terre, là, oublie ça. C'est sûr qu'il ne s'en sort pas. Non, je ne passerai pas. Honnêtement, ça prendra à un adulte de venir chialer après un kid qui a une paire de ciseaux dans les mains. Oui, tu fais pas ça. Tu vois un enfant avec des ciseaux, tu dis « Oh non, tu peux continuer à sauter sur mon char si tu veux, il n'y a pas de problème. Je vais même t'amener les clés pour que tu puisses partir avec si tu veux. » Tu le laisses tranquille, le kid. Tu t'en vas de là, puis tu le laisses. Puis, je veux dire, il n'y a rien. Puis c'est ça, justement, il traite... il l'a cherché. Là. Ah oui, il l'a cherché. C'est ça. Le clone de Zora, elle embarque sur la voiture. C'est ça. On voit encore là, un petit peu là, surnaturel, là, tout ce qui se passe là. Ben beau être champion là, de parkour ou n'importe quoi, là, je veux dire, être agile pas à peu près. Là. Oui. En tout cas, fait que finalement, là, elle meurt là, il faut vraiment attendre la dernière seconde pour être sûr. Là. Même là, je suis quasiment pas certain qu'elle est morte. Là, la fin, là, malheureusement, elle est décédée dans l'arbre. Ouais. Oui, on le voit qu'elle a arrêté de bouger, là, mais... Pliée comme elle est là, mon homme, c'est pas morte, elle est forte. Ouais, mais tu sais, encore là, avec ce qu'on a vu là, déjà à date, je reste quand même ouvert là, que si, mettons, dans Os 2, ben, que tout le monde en reviendrait, là, parce que elle, je la verrais revenir, là, dans le pire des cas, là, je pense que c'est pas assez définitif. Quoique, Gabe, là, il est rentré dans l'eau, puis... oui, il s'est fait déchiqueter, mais... Oui, tu vois quand même le sang sortir, fait que c'est facile d'associer les deux puis de voir qu'il a été mis en steak haché pour poisson. De toute façon, ce ne sera pas le premier d'eux qui pourrait arriver puis que juste quasiment là, négliger là, la manière que c'était fait définitif là, puis que... Mais je te dirais que s'il y a une suite, ça va être d'autres personnages. Parce que, je suis pas mal certain. On peut pas prendre les mêmes. Je sais pas si c'est juste l'idée. Là. Je fais juste pousser l'idée, là, juste en théorie, là, juste pour clore un peu l'idée là, qu'il pourrait avoir une éventualité si des fois il décide de faire ça. Mais en tout cas, mais je te suis entièrement là, qu'on ne la reverra jamais, ces personnages-là. Là. Il n'y aurait rien à dire, là, à moins que tout d'un coup là, qu'ils décident qu'ils veulent la revirer de bord dans le deuxième film. Puis qu'on se rendrait compte que tous les enfants qui étaient pour la famille, c'était les vrais, puis que ceux qui sont allés en bas, finalement, c'était les clones. Ouais, que la vraie, mais ça serait... N'importe quoi. On regardera ça dans notre conclusion. Fait qu'on arrive au dernier acte
Puis on se ramasse dans le fond là, à la même place là, qu'on était au début du film, encore en dualité. Dans le fond, si on est dans le jour au lieu d'être dans la nuit. Leur voiture familiale est en feu, puis dans le fond, c'est là où j'avais eu comme l'idée là, que je me disais, parce que Adeline, elle va sortir de la voiture, puis elle va aller voir là, le clone de son fils. Puis là, je me dis, s'il se passe quelque chose, personne est en train de conduire la voiture, tu sais, pour essayer de sauver ou peu importe assez rapidement. Puis c'est là où j'avais eu l'idée là, que le père, là, il était quand même capable de conduire la voiture. Fait que, là, mais lui, il pouvait pas nécessairement sortir de la voiture parce que justement, il est plus capable de marcher. Mais la manière la plus pratique, en guillemets, qui aurait pu être, ça aurait été au volant de la voiture. Parce que là, il a quand même son pied là, qui est capable de breaker puis il est capable là, d'utiliser l'accélérateur. Mais Puis encore là, on sait pas c'est quoi son niveau de blessure. Donc peut-être que le fait d'être assis pour lui, c'est douloureux. Donc il peut être assis d'une certaine façon, pas d'une autre. Donc. Mais c'est juste la jambe qui est... On ne sait pas. Là, dans le fond, on n'a pas vu là, Normalement, là, les films d'horreur, là, dans ce temps-ci, là, ils aiment ça montrer un membre là, qui casse d'un sens. Là, puis on a juste vu un coup de batte de baseball de loin qui est tombé sur sa jambe. Puis elle est-tu cassée ou il y a un énorme bleu sur sa jambe? En tout cas, je me rappelle pas d'avoir vu là, un plan là, qui dit que sa jambe est cassée. Là, Non, sa jambe n'est pas cassée, mais elle fait mal. Ouais, c'est ça. Puis non, puis c'est Gabe, pauvre petit Gabe, là, quand même. Donne-nous un break. Déjà qu'il est désillusionné parce qu'il a perdu son bateau, c'est déjà beaucoup. C'est ça. Fait que, comme tu as dit tantôt, là, il va y avoir les deux clones là, de Jason, le petit gars, là, que dans le fond, sont reliés ensemble, puis quand il met son manche, justement, là, sont connectés, là, sont synchronisés. La petite lumière Bluetooth, là, elle est allumée, là, ou Wi-Fi. Ouais. La connexion est faite, fait qu'il se recule, puis le clone d'Adèle, elle va apparaître de nulle part. On le voyait dans les plans, là, elle était pas là, puis là, tout d'un coup, elle était cachée en arrière de la voiture. Tel un alien dans son mur, là, avant qu'il se décompose pour faire la muraille, là, puis qu'il se met à se relever pour montrer qu'elle est là, puis que personne n'a vu, là. C'est ça, exactement, mais quand on le voyait d'autres sens, c'était pas là. En tout cas, je comprends pourquoi ils ont fait ça, là. C'était une question là, artistique, puis pas qu'on se concentre sur la scène en soi, ou je veux dire, pour pas qu'on commence à penser à l'étape suivante. Là. C'était pas vraiment clair, je pense, le clone de Jason là, pour terminer ça. Là. Mais ça prenait un élément déclencheur pour forcer Adeline à suivre ce qu'on considère être le clone pour le moment, à retourner dans les bas niveaux de là où ils ont été créés pour justement faire la confrontation finale. Parce que si son fils n'a pas été kidnappé ou si ça n'aurait pas été sa fille qui aurait été kidnappée, mais je pense qu'elle est plus proche de son petit garçon. D'où la raison pourquoi c'est lui qui est enlevé. Puis c'est encore lui, comme je vous disais depuis le début, là, c'est lui qu'il faut suivre, parce que c'est le lien dans tout ça. Bien, ça la force à suivre, justement. Parce qu'elle ne réfléchit pas, elle, là. Hein. Quand son double part avec l'enfant, elle prend son bat de baseball, puis elle court après. Puis elle niaise pas, là. C'est comme... Elle court, mais elle réfléchit pas. Elle pourrait tomber dans une embuscade, pas grave. Elle court après. Donc, c'était l'élément déclencheur pour forcer le personnage à courir après le clone en question. Mais c'est ça. Fait que là, on arrive là on nous explique tout le film, dans le fond. Puis je reviens sur le fait que l'original qui était là, puis que son garçon, Jason, qu'il soit clone ou pas, ça reste que c'est son enfant. Moi, personnellement, mon garçon il se ferait tuer dans un feu en face de moi. Je serais pas, tu sais, puis surtout, c'est qu'elle a un petit délire dans la tête, mais que c'est la vraie, elle est capable de quand même réagir. Puis là, je sais pas, c'est sûr qu'on est dans un film d'horreur, puis elle a mis beaucoup d'années là, à tout créer son affaire. Mais ça, moi, je te dirais, c'est peut-être une question d'évolution. Tu as des clones qui n'ont aucune émotion, donc eux autres, ils sont juste des automates. Elle est élevée dans cette ambiance-là à un jeune âge. Donc, je pense qu'à un certain moment donné, même elle devient un automate. Ça devient juste de dire, OK, ça c'est blanc, ça c'est noir, puis ça c'est gris. Mais je comprends pas c'est quoi blanc, je comprends pas pourquoi ça devient noir, puis je comprends pas pourquoi il y a du gris. Je sais pas si tu comprends. Donc, oui, mais elle transparente pas mal avec l'idée que son garçon vient d'y brûler d'en face. Mais il n'y a pas d'émotion parce que c'est pas une question d'émotion, c'est une question d'efficacité. Si mettons, c'est comme les... on va revenir à un exemple que j'ai donné il y a quelques minutes. On parlait d'Alien. Dans Alien,
le xénomorphe, lui, il peut avoir, tu sais, la Queen va faire des bébés, c'est sûr. Quand Ripley va brûler ses enfants, elle va faire une réaction. Mais par exemple, si ces enfants qui sont des Alien Warriors commencent à se faire buter par des militaires, elle ne commencera pas à aller bûcher les militaires parce que ça fait partie de l'équation. C'est sûr qu'avant perdre, ils sont faits pour être des soldats. Dans le cas de Adeline le clone, quand elle voit son petit mourir, je pense que c'est comme genre, bon, OK, j'avais encore une chance de prendre la place d'eux, mais ma véritable raison d'être, c'est de reprendre ma place dans le monde humain. Donc, moi, je me fous des clones. Ce qui m'intéresse, même si c'est mes enfants, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est reprendre ma place sur Terre. Et je veux la tête d'Adeline, parce que depuis le début, tout ce qu'on voit, c'est que le clone doit éliminer son propre clone. Donc, je pense que c'est juste une question d'efficacité puis une question de logistique de dire, OK, ça a beau être mon enfant, mais jusqu'à un certain point, j'ai pas les mêmes émotions qu'un être humain normal. Donc, mon enfant est mort, tout bad. Moi, ma raison d'être, c'est de reprendre ma place. Et ça prend priorité sur l'espèce je pourrais dire, la maternité, là, ou l'espèce de lien maternel entre elle et le clone qui passe au feu lorsque, justement, il est brûlé vif là, par la suite. Fait que ça m'amène à la question. Si, mettons, la clone qui n'est pas clone, elle, c'est l'humaine, si on veut. Oui. Que, dans le fond, qui perd le contrôle de son humanité pour pouvoir ressentir ça. Tandis que la clone qui n'est... Ben, que l'original qui n'est pas l'original, dans le fond, qu'elle, dans le fond, est attachée à son fils, je veux dire, est un paradoxe d'elle-même. Oui, non, c'est ce que je veux dire. Oui, mais non, pas vraiment, parce que c'est une question moi, je pourrais dire, si, mettons, tu es élevé dans une ambiance où est-ce que personne démontre d'émotion, tu vas être dénudé d'émotion. Oui, c'est ça, mais elle veut avoir quelle place? Elle veut redevenir elle veut avoir sa place Elle veut avoir sa place, mais veut, si tu la mets à travers les humains, elle n'aura pas plus d'émotion parce qu'elle a été élevée dans une ambiance où il n'y en a pas d'émotion. C'est comme... Exactement. C'est ça, mais c'est pour ça que quand puis là, on parle du clone, là. Quand ses enfants vont mourir ou quand son mari va mourir, pour elle, c'est des pièces sur un board de jeu d'échecs. Oui, j'ai perdu mon pion là. Bon. Alors, mais la différence, par exemple, c'est que le clone, qui au début n'a aucune émotion, parce que justement, les parents paniquent parce qu'ils disent « Ma fille n'est pas revenue comme elle est revenue, elle n'a pas d'émotion, elle dit rien, elle fait rien, elle bouge pas, elle réagit pas. » À la longue, elle va apprendre c'est quoi les émotions. Elle va devenir quelqu'un d'émotif et elle va devenir une humaine normale. Donc, elle a des émotions face à sa famille. Mais oui, fait qu'ils se sont interchangés. Vraiment. Ils se sont interchangés à tous les niveaux. Donc, même si Adeline humaine reprend sa place dans le monde des vivants en remplaçant Adeline clone, puis là, je sais pas si vous avez compris ce que je viens de faire, là, mais là, c'est que le personnage principal, je viens de le mettre clone, puis le personnage de clone, je viens de le mettre humain. Même si l'humain vient reprendre sa place à la place du clone, elle va demeurer avec la mentalité d'un clone parce qu'elle a été élevée comme un clone. Donc, oui, c'est ça. Donc, son besoin d'aide, c'est de reprendre sa place, mais elle ne va pas développer nécessairement pour autant les émotions de même en 24 heures. Là. Elle va rester comme elle a été élevée. Puis après ça, ben, le reste, ça va dépendre de son évolution. Si elle avait pris la place, ben, est-ce que les gens autour d'elle auraient été capables de la changer pour qu'elle redéveloppe tranquillement, pas vite, des émotions? Ou est-ce qu'elle serait restée tout simplement froide? Puis à ce moment-là, elle, son objectif dans sa vie, ça aurait été de se donner un objectif, puis d'atteindre cet objectif-là à n'importe quel prix, même si ça doit être de sacrifier ses enfants pour le faire. Ça n'aurait pas été plus simple de monter l'escalier élévateur puis juste comme profiter de la plage? Peut-être, mais c'est la beauté d'un film comme Us. C'est toi qui dois élaborer puis penser à et apporter tes propres déductions à. Et c'est la raison pour laquelle j'adore un réalisateur comme Jordan Peele. Il ne te la donne pas tout cru dans le bec. Il faut que tu fasses... Il faut que tu réfléchisses un peu, puis c'est ce que j'aime d'un film. J'aime bien réfléchir quand j'écoute un film. J'aime pas que ça soit mis tout cuit dans le bec de même. Là. Et c'est exactement c'est le genre de film que tu vas regarder puis tu vas décortiquer parce qu'il y a tellement de choses à décortiquer. Il y a quelqu'un d'autre qui va le regarder puis qui va nous écouter puis qui va probablement dire « Moi, j'ai absolument rien vu de ça, mais voilà ce que moi j'ai vu, par exemple. » Puis ça va être aussi valide que ce que toi puis moi on dit aujourd'hui. Mm-hmm. Oui, ben c'est ça qui fait que justement qu'on a des films qui sont juste qui ont des idées puis qu'on travaille l'idée.
puis que des fois, on peut justement garder là, des incohérences dans le scénario, mais qu'on force sur l'idée. Puis c'est ça qu'on a aujourd'hui. Versus, il y a des petites affaires, comme je te disais, là, les jumelles qui sont capables de faire les deux les mêmes. Les deux sont bien acrobates. Oui, ben c'est ça. Fait que l'autre côté, ça marche pas, point de vue scénario, mais on s'en fout. C'est pas ça. On force sur l'idée là, de tout le temps là, faire une idée miroir. Puis comme je te dis, là, pourquoi ils n'ont pas juste pris l'ascenseur puis aller s'amuser sur la plage, puis tous les doppelgangers, puis il y aurait... Oui, mais ils peuvent pas. Les doppelgangers peuvent pas aller à la surface. Ils ont été élevés pour rester en bas. Pour eux, l'univers en haut n'existe pas. La raison pourquoi ils ont découvert l'univers en haut, c'est parce que Adeline les a amenés en haut. Si c'est pas elle... c'est ça. Mais elle aurait montré la plage en sortant, puis dire, regardez, là, assisez-vous, puis profitez-en du soleil, tout ça. Mais tu sais, c'est pas l'idée du film. Tu sais, c'est ça que je dis. On n'a pas besoin il faut pas penser à cette affaire-là parce que c'est ça qu'on frappe un mur. Mais c'est comme tu dis, quelqu'un va arriver puis il va dire ben là, c'est poche comme film, comme fin, ben on aurait pu arriver puis juste faire ça, puis ça aurait réglé bien des problèmes. Mais c'est pas l'idée que le film veut nous apporter. C'est là la nuance. Fait que c'est ça là-dessus, là. Le fait que c'était le clone tout le long, c'est sûr que ça l'a apporté là, la raison là, que l'Adèle originale a voulu. Dans le fond, c'est pour ça qu'elle a fait toute sa révolution. C'est pour ça, dans le fond, là, qu'on n'avait pas le choix là, dans le fond, qu'ils soient interchangés pour que, dans le fond, c'est à partir de là que tout était enclenché. Mm-hmm. Dans le fond, Adèle, on l'a placé comme le côté méchant. Mais le côté, tu sais, si on la regarde là, quand même de son point de vue, bon, c'est beau, c'est une clone, elle a vu l'autre côté, mais c'est quand même normal qu'elle veut ressortir dans d'autres films où, que, je veux dire, ils partent du bas fond puis qu'ils veulent la ressortir. Tu sais, c'est une question de révolution. Puis, tu sais, ça reste quand même ambigu quand tout le long du film, on pense que c'est des méchants, mais en bout de ligne, là, si on se place dans leur peau, ben en bout de ligne, là, ils ont été... c'est les good guys. Toute leur vie. C'est pas nécessairement les good guys, mais je veux dire, c'est un autre point de vue de la chose. Puis c'est ça que je trouve merveilleux à la fin. Techniquement, c'est des good guys parce que ils ont été oppressés puis on les a créés, mais on les a abandonnés. Donc, eux autres, ils veulent juste reprendre, avoir une identité propre. Et tu as ce bad guy que depuis le début, on soutient comme étant le good guy qui se défend contre des créatures maléfiques qui veulent juste prendre leur place puis les exterminer, alors qu'en réalité, ben c'est tout simplement... c'est la dualité du bon et du mauvais, mais c'est rempli de gris comme zone. Alors, c'est sûr et certain que c'est un peu comme si tu prends Walking Dead. À l'époque, on disait... Si tu regardes le groupe de Negan du point de vue du groupe de Rick, ben c'est sûr que le groupe de Negan, c'est des vilains. Si tu prends maintenant le groupe de Rick du point de vue de Negan, ben le groupe de Rick sont des vilains. Et quand tu suis les actions du groupe de Rick face aux gens de Negan, tu te rends compte que ceux qui font le First Blood, donc les premiers gestes de violence pour forcer la guerre, c'est le groupe à Rick. Donc, techniquement, le groupe de Negan, même s'ils sont des bad guys puis qu'ils utilisent des façons d'être qui sont peut-être pas extrêmes et ils sont pas très recommandées et pas très gentilles, ça demeure quand même que dans l'histoire, c'est des good guys. Et c'est un petit peu la même affaire pour Us. Les clones ont été mis dans une situation, on les a créés puis on les a abandonnés là. Puis on leur a dit, démerdez-vous donc tout seul, on vous laisse crever entre vous autres, faisant de la race humaine finalement, excusez l'expression anglaise, mais des bastards. Parce qu'on aurait dû les prendre puis leur donner une raison d'être ou de les exterminer tout simplement parce qu'ils ne servent plus à rien au lieu de les laisser là. Et donc, à ce moment-là, tes clones qui font une révolution parce qu'ils veulent avoir une identité propre, mais ils n'ont pas le choix. Pour avoir une identité propre, eux autres, ils pensent qu'ils doivent éliminer leur double. Eh bien, à ce moment-là, ils deviennent des bad guys, mais en réalité, ils ne sont pas nécessairement des bad guys. Ils sont juste des good guys parce qu'ils ont été élevés dans une notion qu'ils ne peuvent pas être quelqu'un sans avoir un double d'eux autres. Donc, pour être quelqu'un, ils doivent exterminer leur double parce que sinon, tout ce qu'on fait toute leur vie, c'est refaire exactement ce que leur double faisait. Donc, si le double fait du jogging, ben lui, il faut qu'il fasse du jogging. Il n'y a pas le choix. C'est un double. Donc, c'est un clone. Donc, c'est une copie conforme d'en haut. Donc, si celui d'en haut, eh ben, il se mouche, ben lui, il faut qu'il se mouche. Si celui en haut lit un livre, ben lui, il faut qu'il lise. Donc, il n'y a jamais eu une identité propre.
Donc, pour lui, pour avoir une identité propre, il doit exterminer l'individu sur lequel il se base pour avoir son identité, donc son original. Donc, c'est la raison pour laquelle ils font ce qu'ils font. Et, ou du moins qu'ils acceptent de faire ce qu'ils font, parce qu'en réalité, la raison pour qu'ils le font, ils suivent Madeleine. Mais n'empêche que, tu sais, s'il n'y a pas ça, tes copies, tes clones, à ce moment-là, tout ce qu'ils veulent, c'est vivre puis avoir une raison d'être. Mais pour ça, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils exterminent leur original. Donc, c'est pas des bad guys, c'est des good guys. C'est juste, ils essaient d'avoir une identité. Puis nous, on est les bad guys parce qu'on les a mis dans cette situation-là où est-ce qu'on les force à faire ce geste-là pour avoir une identité propre au lieu de leur en donner une identité propre. À la fin, on se rend compte, dans le fond, qu'on a eu un peu une histoire de Frankenstein, de le monstre de Frankenstein d'une forme. Exact. C'est exactement ça. C'est exactement la même histoire. C'est-à-dire que il y a une création qui a été faite, puis on se débarrasse de la création parce qu'elle est peut-être soit qu'elle n'est pas assez bonne, ou on a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, on abandonne le projet, puis on laisse ça, mais on s'imagine que la création va mourir, puis finalement, ce qu'on comprend pas, c'est que la création, ben non, elle meurt pas, puis elle va revenir nous hanter parce qu'à un moment donné, elle veut avoir une identité propre, puis elle veut être quelqu'un. Dernière petite note avant de sauter à la conclusion. Yes? Le fait que le film s'appelle Us en anglais, Us US, ils font quand même des références justement au gouvernement américain là, dans le film, puis que c'est les autres gouvernements, tout ça. C'était-tu volontaire là, qu'on. Honnêtement, tu as été chercher quelque chose que j'ai jamais vu. Ouais. Non, ben, c'est ça que j'ai comme allumé ça en finissant Rusty US. Comme une double entente. Déjà dans le nom, on avait la double. Ouais, mais le US, normalement, si tu parles des États-Unis, tu vas dire USA. Nous, on dit les US, là, mais c'est une expression typiquement canadienne ou québécoise, mais tu vas dire les USA, tu vas pas dire nécessairement les US, là. Puis je pense que c'est tout simplement, quand on dit nous, on parle de l'être comme tel, là. Fait que je l'ai jamais vu à un second niveau que ça, mais le deux niveaux que je vois, c'est US en parlant de nous, les humains, et Us en parlant de nous, les clones. Donc, que ce soit... moi, je pense que c'est un nom qui s'associe aux deux regroupements. Que ce soit le groupe des humains ou le groupe des clones, le Us correspond au groupe. Fait qu'en conclusion, Christophe, est-ce que tu donnerais un rouge, un jaune ou un vert à ce film-là? Écoute, moi, je ne vois rien de négatif avec le film Us. Même les petites affaires à droite et à gauche qui pourraient être inexpliquées dans le film passe outre parce que je trouve que la réalisation de Jordan Peele est excellente. Je trouve que les comédiens sont excellents. Je trouve que le scénario est bien fait. Et ce que j'adore aussi, c'est la manière de filmer de Jordan Peele. Il n'y a rien qui est gratuit. Tout est réfléchi. Et j'aime un réalisateur qui réfléchit et j'aime un réalisateur qui ne prend pas son auditoire pour une bande de cruchons. Donc, face à ça, moi, c'est plus qu'un verre. Ça serait, si tu pouvais mettre un deuxième verre avec ça, je mettrais un deuxième verre. Mais c'est un film que moi, si tu vois, dans ma bibliothèque, c'est un film qui est là, je ne pourrais pas m'en passer parce que je considère que c'est un film qui va devenir probablement avec le temps un chef-d'œuvre du cinéma américain et un film culte du cinéma américain, au même titre que Get Out va être certainement un film qui va devenir un film culte américain et un chef-d'œuvre américain. Moi, de mon côté, je suis pas mal d'accord avec ce que tu as dit. J'aime beaucoup le ton, la musique, tout ça, tu sais, je veux dire, toutes les idées là, de tous les acteurs, celui qui compose la musique, le réalisateur, tout le monde était quand même en chimie ensemble. Ils voient le produit fini, ils voient tout ensemble. Tu vois qu'ils sont une unité, puis ils ont une idée pour le film, puis tout concorde ensemble. On n'a pas vraiment de cheap shot, des jump scares, là, il n'y a rien de gratuit. Là, tout est bien pensé. On a une bonne vision de la chose. C'est peut-être la seule chose que je reprochais au film. C'est quasiment la seule chose que je trouve... le seul défaut? Le seul défaut. Puis c'est pas un grand chose qui est important là-dessus. C'est que je trouve ça plate que d'un côté, c'est que la famille est intacte à la fin. Je veux dire, les 4 sont encore vivants. Peut-être qu'on aurait dû avoir un 5e, peut-être. Ou, question qu'il y ait un petit deuil à faire. C'est quelque chose que je trouve juste, je ne veux pas dire plate, parce qu'en bout de ligne, là, le film, là, c'est un verre solide pour ça. Puis je me retracterai pas. Là,
peu importe le sens, là, parce que justement, on ne l'a pas, mais je trouve que ça aurait été peut-être juste un petit quelque chose là, à avoir de plus, là, qu'il y en ait une. Là. Peut-être même Zora aurait pu mourir là, Ben moi, pour tu la vois, fin. moi, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Moi, je pense que s'il y aurait eu à avoir un décès, je pense que la seule personne qui aurait pu mourir dans le groupe, puis je pense que la raison pourquoi on le fait pas mourir, c'est probablement parce que c'est le personnage qu'on aime le plus, c'est Gabe. Parce que Gabe est le seul humain du groupe. OK? Entre guillemets, là, techniquement, là, Gabe serait le seul humain. Parce que si on considère que les deux enfants qui sont nés de Adelaide, le clone, sont des hybrides, parce qu'ils sont mi-humains et mi-clones, ça demeure quand même qu'ils ne sont pas juste humains. Mais le seul humain du groupe, c'est Gabe. Et je pense que le seul individu qui aurait dû mourir dans le groupe s'il y aurait eu quelqu'un à mourir, ça aurait été Gabe parce que c'est le seul qui n'a pas la connexion que les trois autres vont avoir. Même si on ne le voit pas trop avec Zora, non, techniquement, elle devrait avoir le même lien. En tout cas, elle a ce lien-là avec son frère parce qu'on voit qu'elle est quand même très proche de son frère. Mais moi, je pense que ces trois-là auraient une chimie qui fait en sorte que ce serait plus facile pour eux de s'en sortir parce que justement, ce sont comme, entre guillemets, des clones, contrairement à Gabe qui, lui, est vraiment humain, qui est tout à fait normal. Ben, au début, je pense que c'est le premier vraiment qu'on voit qui est comme menacé par son doppelganger. Puis que moi, honnêtement, j'étais pas mal sûr que à première écoute là, qu'il allait mourir là. Oui, puis c'est le seul qui est. Tu remarqueras que c'est le seul qui est blessé aussi. Oui, c'est ça. Puis là, je suis d'accord avec toi. Là, j'ai dit Zora. Mais en même temps, je pense qu'on s'est ressenti mal en sortant là, le fait qu'un des enfants meure. Puis, tu sais, on a un film bien balancé. Là, puis que je pense qu'on n'essaie pas de nous choquer non plus. Là. Fait que puis c'est ce qui est bien là, du film d'aujourd'hui. Fait que. Puis moi, je te dirais pour finir, mon côté, là. Ce que je voudrais saluer de ce film-là, c'est que Jordan Peele nous a prouvé qu'on n'a pas besoin d'avoir des effets spéciaux et un film de 200 millions de dollars pour faire de l'argent au box-office. Oui, c'est ce qui est la base des films d'horreur. Oui, je te laisse continuer. Oui, et c'est la raison pourquoi j'adore ce réalisateur-là, qui me fait penser beaucoup à Shyamalan dans The Sixth Sense, c'est-à-dire que il ne prend pas son auditoire pour des cruchons. Il ne s'amuse pas à faire des effets faciles, ce que malheureusement Shyamalan a oublié plus tard dans sa carrière, parce qu'après ça, tout ce qu'il voulait faire, c'était des effets faciles, ce qui fait que sa carrière, il l'a scrappé comme ça. Jordan Peele ne fait pas ça. Jordan Peele ne fait pas quelque chose de gratuit. Il y a une raison d'être derrière ses messages, il y a une raison d'être derrière sa réalisation, il y a une raison d'être derrière son film, et ça fait que ça marche au box-office parce que les gens se sentent respectés. Je te dirais peut-être un autre réalisateur qui est beaucoup comme ça, mais qui lui fait des gros budgets, c'est Christopher Nolan. Donc, je considère les deux, tu sais, qui ont à peu près le même style. C'est un style très long, très lent. On place les choses, on se dépêche pas, on fait pas de l'action facile, on fait pas de l'horreur facile, mais on fait quelque chose qui est vraiment impressionnant et qui fait en sorte que les gens respectent ça et ça s'en va en salle pour écouter les films. Es-tu d'avis que les films d'horreur, normalement, plus le budget est petit, un peu plus budget, pas nécessairement là, une question de dollars, là, mais je veux dire, un film d'horreur doit rester plus sur un film à petit budget, puis que, mettons, un film d'action, ben c'est justement là, c'est qu'on veut mettre du visuel, puis c'est là qu'on devrait mettre l'argent. Ouais. Je pense que l'argent n'a rien à voir là-dedans. Je pense que le réalisateur a tout à voir là-dedans. Et comme exemple, je te dirais la chose suivante. Steven Spielberg a fait Duel pour 375 000 $. Il y avait un truck, un char, une autoroute, puis des caméras. Ça a donné probablement le road movie le plus impressionnant de tous les temps. Il n'y avait pas d'argent pour le faire, puis c'était fait pour la télévision en plus. OK? Ouais. Mais c'est un réalisateur, Steven Spielberg. C'est pas n'importe qui. Donne 10 millions de dollars à Jordan Peele, donne 10 millions de dollars à un autre réalisateur, mets-leur os entre les mains. Il y en a un qui va te sortir un chef-d'œuvre, l'autre va te sortir un navet. Ils vont avoir le même budget. Prends Us, donne 10 millions de dollars à Jordan Peele, qui est un excellent réalisateur, donne 100 millions de dollars à un gars comme Michael Bay, puis Michael Bay va trouver le moyen de te faire une cochonnerie incroyable qui se tiendra pas debout et qui va être horrible. Puis Jordan Peele, avec beaucoup moins d'argent, lui va te faire un chef-d'œuvre qui va faire plus d'argent au box-office que ce que Michael Bay aurait fait. C'est vraiment le réalisateur en arrière. Je ne pense pas que c'est une question d'argent. Je pense que c'est vraiment une question de comment le gars va traiter son sujet et comment il va le mettre en scène. Il y en a malheureusement plus des bons réalisateurs comme ça à Hollywood. Jordan Peele est une des rares affaires que tu considères comme M. Night Shyamalan ou comme Christopher Nolan ou même un gars comme Stanley Kubrick à l'époque quand il faisait un Shining. C'est des réalisateurs que, avant même de faire un film,
ils vont faire quelque chose qui veut dire quelque chose et ça va toucher un auditoire. Et habituellement, s'il le fait bien, ben, il va faire de l'argent. Et Jordan Peele, présentement, au niveau commercial, est probablement la plus belle chose qu'on a. C'est la rose à travers le jardin d'Hollywood présentement. Et j'espère qu'il va continuer longtemps avec cette carrière-là, à nous faire des petites surprises comme ça et des films qui ne seront pas gratuits, mais qui vont faire en sorte que les gens vont continuer à aller au cinéma et écouter un film d'auteur tout en ayant l'impression d'écouter un film commercial. Parce que c'est ça, hein, Us ou Get Out, ce sont des films d'auteur, mais faits à un niveau commercial, et ça clique et ça marche. Christophe, je te remercie beaucoup d'avoir apparu sur l'épisode d'aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Mathieu. C'est un one-off que dans le fond, que je voulais faire là, pour le podcast. Là, dans le fond, là, c'est une sortie d'Halloween. Là. C'est sûr que si vous l'écoutez à mi-novembre ou dans 2 ans, ben on le sait pas, mais dans le fond, c'est un spécial Halloween que je fais. Prochain épisode, on va revenir avec la série Terminator, avec le film là, qui va sortir là, début novembre, là, Terminator Dark Fate. Je vais parler de ça. Toi, Christophe, où c'est qu'on pourrait t'en rejoindre pour pouvoir t'entendre parler d'autres choses sur ton podcast? On a le podcast fantasticradioweb.com, donc c'est sûr et certain que c'est un podcast pour les passionnés. On parle de plein de choses, que ça parle cinéma, télévision, mais on va sauter aussi à d'autres domaines, dont la musique, la figurine de collection. On va parler aussi de passion, on va parler de profession, on va parler d'archéologie, de mythologie, de cryptozoologie, en tout cas beaucoup de choses qui finissent en I. Mais si vous êtes des passionnés, vous aimez tout ce qui touche le domaine de la passion, bien vous venez nous voir à fantasticradioweb.com. Un podcast de 3 heures, une fois toutes les 2 semaines, dont notre ami Mathieu va se joindre à la famille pour nous parler de cette fameuse chronique Versus, où on va parler des remakes face au film original ou encore de différentes façons de faire des films, là, des mentalités ou de la modernité face à l'ancienne clique. Donc, moi versus notre ami Mathieu. Donc, plein de belles choses à l'émission. Donc, on vous invite à venir nous écouter. Christophe va me donner tous les liens dans le fond, là, que ce soit le Facebook, que ce soit l'accès directement au podcast. Je vais tout mettre ça là, dans la description de l'épisode. Fait que vous allez avoir ça juste dans la description. Fait que pas trop à chercher loin. En même temps, ben, vous pouvez aller voir là, dans l'historique de la série, là, premier visionnement, puis aller voir les anciens épisodes. Je te remercie beaucoup, Christophe, d'être là. Merci de m'avoir accueilli. Alors, d'ici le prochain épisode... Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.